Et bonjour mes amis, comment allez-vous? Alors je vais faire une vidéo qui va regrouper pas mal d'informations. On va faire le tour de tout ce qui se passe. On a un peu plus de recul maintenant, donc on est moins dans l'émotionnel et un peu plus dans l'analyse, et je préfère. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet d'abord. Cette histoire, Floyd, Chauvin, est-ce que c'était, comme je l'avais pressenti, un total coup monté? Est-ce que c'est un règlement de compte? Bon, maintenant ce qu'on sait, c'est que les faits sont là. Floyd et Chauvin sont meurtriers, travaillaient ensemble, se connaissaient, travaillaient ensemble l'année d'avant dans la même entreprise de, je crois, de, de vigile, hein, je crois un truc comme ça. Apparemment même, Floyd aurait même couché avec la femme de son assassin. Est-ce que c'est avéré? Est-ce que c'est vrai? Pas vrai? Est-ce que c'est une vengeance personnelle? Tout reste possible. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est ce que ça a engendré derrière. D'abord, primo, cette histoire de policier qui assassine quelqu'un sous les caméras, hein, sans faire fuir les caméramans, ou sans s'arrêter, qui continue quand même d'étouffer la personne pendant 9 minutes devant les caméras, ça ne peut pas être autre chose qu'un coup monté. Voilà. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en train de tuer quelqu'un et que les gens vous filment, soit vous arrêtez ce que vous faites, soit vous faites partir ceux qui vous filment. Là, les mecs, ils se sont laissés filmer. Le fait qu'on se laisse filmer pendant 9 minutes, c'est qu'il y a volonté de montrer ce qu'on est en train de faire, et donc il y a coup monté. Le mec n'est pas maso. Je veux dire, il sait très bien que derrière, il va être écroué. Il sait très bien que les policiers qui l'ont laissé faire et l'ont couvert vont être destitués. S'il n'y a pas une compensation, ils ne laissent pas faire. Ils tiennent à leur boulot, ces mecs-là. Bon. Oui, je sais qu'il y en a qui me disent, ouais, mais là t'es dans le conspirationnisme. Je tiens à rappeler qu'en France, on a arrêté à Paris, il n'y a pas qu'il y a quelques jours, trois faux policiers. Trois faux policiers qui étaient de mettre en scène une fausse arrestation raciste et violente, dans le but de déclencher exactement la même chose en France. Qui fait ça? Qui s'amuserait à faire ça? Qui s'amuserait à créer de fausses arrestations racistes pour déclencher des mouvements de foule, de colère, et bien entendu des mouvements de foule communautaristes? Car c'est le but. N'oubliez pas qu'on va rester sur ce sujet centré sur le communautarisme. S'il n'y avait pas une société multiethnique ou multicommunautaire, on n'aurait pas ces problèmes-là. C'est quand même la base de tous les problèmes, c'est qu'on ait supprimé l'unité nationale, hein, au bénéfice du multiculturalisme, ou plutôt du communautarisme. Oui. Parce que là, dans cette affaire, c'est pas un Américain, un policier américain qui tue un citoyen américain. Si on était dans une vision nationale, identité nationale, il n'y aurait pas de blanc, il n'y aurait pas de noir, il n'y aurait pas d'amérindiens, il n'y aurait pas d'arabes, il n'y aurait pas de latinos, il y aurait des Américains. Et donc c'est un policier américain qui a tué un citoyen américain, puisqu'on nous dit qu'il ne faut pas faire de distinction de race, de couleur, de religion. On nous le bassine à longueur d'année, mais quand il y a meurtre d'un policier blanc contre un citoyen noir, on dit c'est un blanc qui a tué un noir. Ça s'appelle du communautarisme. Or, dans un pays où les communautés n'existent pas et où seule la nation prévaut, on n'a pas ce genre de problème. Dans les pays où il n'y a que des noirs, par exemple, quand il y a un meurtre, on ne dit pas un noir a tué un noir. On dit un burkinabé a tué un autre burkinabé. J'ai pris le Burkina comme les armes, ça pourrait être n'importe quel autre pays où il n'y a que des noirs. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a que dans les pays où il y a qu'un communautarisme et multiculturalisme, multiethnie, qu'on peut dire ah, c'est un blanc qui a tué un noir, c'est un noir qui a tué un blanc, c'est un blanc qui a tué un arabe, etc. etc. Parce que on dénonce les gens, non pas par leur passeport et leur citoyenneté, mais par leur couleur de peau ou leur religion. Donc le multiculturalisme ou le communautarisme est le responsable premier de ce qu'on est en train de vivre aussi bien en France qu'aux États-Unis, parce que ce sont des pays multiraciaux. Donc c'est une erreur à la base. Ne pas arriver à faire comprendre que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que vous soyez arabe, que vous soyez latinos, que vous soyez musulman, que vous soyez n'importe quoi, que avant tout vous êtes français, avant tout vous êtes américain.
Tant qu'il n'y aura pas ça ancré dans la tête de tous les citoyens du monde, quelle que soit leur couleur, on sera victime du communautarisme. Et donc il y aura des revanches communautaristes. Et ce qu'est en train de vivre les États-Unis et la France, ce sont des revanches communautaristes. C'est-à-dire, nous les Noirs, on en a marre de se faire tuer par des policiers blancs. Vous allez me dire, c'est tout à fait normal. Absolument. Bien sûr que c'est absolument scandaleux qu'il y ait du racisme dans les forces nationales, dans les forces de l'ordre américaines ou françaises ou autres. C'est une honte. Mais on ne devrait pas entendre ce genre de choses. D'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, pourquoi y a-t-il plus d'arrestations de Noirs aux États-Unis? Parce que les Noirs commettent plus de méfaits que les Blancs. Les chiffres parlent. Aux États-Unis, on a le droit de faire des statistiques ethniques, hein, c'est-à-dire par communauté. Et donc, moi j'ai un tableau qui date de 2018, là, ici. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans ce discours parce que faire des compétitions de criminalité, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le communautarisme et de savoir qu'il faut arrêter avec le communautarisme. Mais par exemple, voilà un tableau ici qui vient du bureau de la justice, statistique du bureau de justice du National Crime Victimization Survey 2018. Hein. Bon. Est-ce que ce tableau est officiel ou pas? Même s'il ne l'est pas, on va dire qu'on va retrouver quand même les tendances de ce que je suis en train d'expliquer, à savoir que en 2018, donc, sur des crimes violents, donc, on a 547 000, presque 548 000 crimes faits par des Noirs sur des Blancs, hein, 112 000 faits par des Noirs sur des Latins, des Latinos, comme on dit, et on a 59 000 crimes de Blancs sur Noirs, c'est-à-dire presque 10 fois moins. Alors, il y a d'autres statistiques qui nous disent que c'est 2 fois moins. Des Blancs sur les Latinos, c'est 207 000. Alors maintenant, les Latinos sur les Blancs, c'est 365 000. Et les Latinos sur les Noirs, c'est 44 000. Donc c'est très peu en réalité. Donc ceux qui commettent le plus de méfaits, que ce soit sur les Blancs, que ce soit sur les Latinos, c'est les Noirs. Ah oui, mais il faut aussi le dire, ça. Hein, il faut aussi le dire qu'en France, on a le même problème aussi avec les Afro-Maghrébins, les gens d'origine. Il faut le dire. Les prisons françaises sont remplies à plus de 75% de gens qui viennent de ces contrées. Si on commence à faire des statistiques ethniques, on va aussi trouver le même problème. D'ailleurs, regardez, il y a un père de famille, là, qui criait parce que ça s'est passé en France à la Tour du Pin dans le 38. Un père de famille qui criait en bas, parce qu'en bas de sa fenêtre, il y avait des mecs avec la musique à fond. Et il a dit, vous pouvez baisser votre musique. Il est descendu. Il s'est pris 40 coups de poing, pied, de barre de fer. Il a failli crever. Et voilà. Et les mecs ont pris un an ferme, 6 mois ferme, etc., etc. Bon. La violence, elle existe. La violence, c'est... Je veux dire, la police qui arrive là, sur ce genre de problème, par exemple, elle fait une arrestation musclée. On a affaire à des gens violents. Alors, je ne dis pas que c'était le cas de Floyd, de ce pauvre monsieur. Maintenant, on va revenir sur cette affaire. Je veux dire, Floyd travaillait avec, donc je l'ai dit tout à l'heure, avec son tueur, avec Chauvin, mais ils se connaissaient, ils travaillaient ensemble, ils ont eu apparemment des problèmes d'ordre privé. Hein. Donc, est-ce que c'est un règlement de compte personnel? On n'en sait rien. Une chose est certaine, c'est que tout ceci a été instrumentalisé. Ah oui, puis alors en plus, il ne faut quand même pas oublier que le docteur qui a fait l'autopsie de Floyd est le même que celui qui a fait l'autopsie de Epstein. Hein, Michael Baden. Hein. Là, j'ai envie de dire, là, vous pouvez le dire en même temps que moi. Là. Tiens, c'est bizarre, ça. Hein, parce que déjà, le corps d'Epstein, on ne l'a jamais vu. Son autopsie, bon, il n'y a que lui qui le dit. Epstein, on ne sait pas où il est passé, on ne sait pas où il a été enterré. Personne ne sait où il est. Personne. Vous le savez, vous? Vous avez cette information? Moi, je ne l'ai pas. Je ne sais pas. Et là, on a, bon, alors apparemment la famille de Floyd disent qu'il est mort, hein, ils appellent même au peuple américain de se calmer. Mais, quand même bizarre, non? Le même mec? Vous n'aviez pas d'autres médecins légistes? Le même. On appelle ça un médecin marron, vous savez, dans la mafia. Médecin marron. Voilà. Il a été monté de toutes pièces. Vous avez vu que Trump s'est mis en colère. Parce qu'il a dit, si vous continuez à laisser faire les émeutes, il a parlé au gouverneur de chaque État, il a parlé à tout le monde, il a dit, vous devez remettre de l'ordre et non pas laisser faire le désordre. Car c'est ce qui s'est passé. Dans la majorité des États qui ne sont pas républicains, qui sont démocrates, ils ont laissé faire les émeutiers, piller les magasins, passer à tabac des blancs et des blanches, je l'ai vu en vidéo,
vidéo, je ne montrerai pas ces images dégueulasses. Et voilà, on est dans la revanche ethnique, on est dans la revanche communautariste. Et tant qu'on sera dans la revanche communautariste, on est candidat à la guerre civile. On est candidat à ce que les peuples s'affrontent entre les peuples. Certainement pas à une libération des peuples par la révolution. Si on veut que le peuple gagne dans cette histoire, il faut qu'il s'unisse contre l'élite. Et non pas qu'il s'unisse communauté contre communauté. Ça, c'est une erreur cruciale qui, bien entendu, a été dirigée de main de maître par qui vous savez, ceux qui nous dirigent, et qui ont tout fait pour que les migrants et pour que énormément d'immigrés puissent débarquer dans nos pays pour y semer dans le futur un chaos communautariste. C'est ce qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre ce que moi j'attends depuis plus de 40 ans, c'est-à-dire cet affrontement communautaire qui est inévitable parce qu'il y a trop de communautés et qu'elles sont nombreuses et parfois même majoritaires dans certains départements. Et que quand on en arrive là, automatiquement, il n'y a plus de république, il n'y a plus de démocratie. C'est la loi de la communauté qui gagne. Et quand on en arrive là, le jour où ça explose, on a une situation à l'américaine où, en plus de ça, les partis, l'État profond qui est contre Trump, qui essaye de faire dégager Trump, se sert de cet incident qui est visiblement monté de toutes pièces aussi, ce meurtre qui est monté de toutes pièces, on se sert de ça pour mettre le feu et essayer, bien entendu, de faire porter le chapeau à Trump en ce qui concerne les États-Unis. Alors vous allez me dire, ah bon, ouais, mais ça encore, c'est une théorie du complot. Non. Écoutez ce monsieur qui dit qu'il avoue être payé par... So, you go to like georgesoros.com and you just sign up right there. You put your name in, you put your email address, and there's an empty box there where you say how many times you're willing to protest and how much you want to get paid. And you get a check directly from Soros. Directly from Soros. That's incredible. Signed by him. He even invited me to lunch. Does he sign it in blood? He said if I'm willing to like gather some more friends, I can get paid. Vous allez voir, on va en parler de George Soros. George Soros qui a créé les Antifas. Les Antifas qui poussent au cul dans cette affaire pour foutre à feu et à sang les États-Unis. Les Antifas, vous le savez, sont un groupe violent. D'ailleurs, Trump venait juste de les déclarer terroristes aux États-Unis. Mais pendant ce temps-là, il venait juste de les déclarer terroristes aux États-Unis. Mais si vous regardez, par exemple, il y a des profs d'université de gauche, ceux qui sont plutôt donc, démocrates, mais plus à gauche, aux États-Unis, les professeurs d'université soutiennent les Antifas aux États-Unis. Soros, lui, c'est lui qui a créé les Antifas. C'est lui qui a créé les LGBT. C'est lui qui finance tout ça. Qui finance aussi la majorité des passeurs de migrants vers l'Europe. C'est Soros. On va en reparler. Alors, donc, cette affaire de George Floyd, moi j'ai vu des images scandaleuses de revanche communautaire, c'est-à-dire de blancs qui s'en sont pris plein la gueule par des noirs, sans raison, juste parce que voilà, puisque c'est un flic blanc qui a tué un noir, donc tous les blancs vont en prendre plein la gueule maintenant. Alors qu'on a vu les chiffres, on sait très bien que ce sont les noirs qui créent le plus de méfaits, mais voilà comment on instrumentalise grâce au communautarisme une ethnie contre une autre. Voilà. En France, c'est la même chose avec l'histoire d'Adama Traoré qui, comme par hasard, ressort pile à ce moment-là. Comme par hasard, 4 ans après, on lui dit c'était la faute des flics en fait. Comme par hasard, c'est les mêmes en France qui provoquent les mêmes émeutes, les mêmes effets, les mêmes bastons contre les flics. Mais bien sûr qu'il faut manifester contre la violence policière. Évidemment que les policiers, surtout en France, se sont comportés de manière inadmissible, lamentable, scandaleuse, et que bien évidemment, ils ont été le balai du gouvernement, ces connards. Il faut le dire, la police s'est comportée comme des véritables connards de collabos. Et c'est eux qui vont en prendre plein la gueule le jour où le peuple de France va se réveiller. C'est la police qui va en prendre plein la gueule. C'est eux qui ont joué le rôle de tampon entre une élite criminelle qui nous dirige, qui ne devrait plus être là, et le peuple qui a voulu, lui, avoir un peu plus d'argent, un peu plus de pouvoir d'achat, et qui bientôt va descendre dans les rues, non pas pour demander une diminution du prix de l'essence, mais pour simplement avoir du travail. C'est ce qui va se passer bientôt. Vous allez voir, on va en reparler aussi. Donc, bilan de cette histoire de George Floyd, j'ai vu des images bouleversantes de blancs qui ont demandé pardon à la communauté noire, très bien. Il y en a qui disent que c'est une honte, que les blancs n'ont pas à s'agenouiller. Eh bien, moi, je trouve ça beau. Et si j'avais été là, je me serais mis à genoux avec ces blancs. Pourquoi ?
Parce que c'est pas seulement une histoire de meurtre de quelques dizaines ou centaines ou milliers de citoyens noirs américains qui se font tuer par des policiers blancs. C'est parce que ça fait des siècles, que les blancs ont martyrisé le peuple noir africain. Et que ça, tôt ou tard, c'est bien que les blancs, même si moi j'ai jamais martyrisé un noir, mais je me sens, moi, coupable de ça. Un peu. Je dis oui, j'ai cette chance d'être blanc et de ne pas avoir vécu ce qu'ont vécu ces pauvres noirs il y a plusieurs décennies, plusieurs siècles, par mon propre peuple. Et la France y a joué un rôle aussi là-dedans. Et donc, quand je suis allé au Burkina, vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai posé la question à mes amis burkinabés là-bas. Je leur ai dit, si jamais je me balade tout seul le soir dans la rue, est-ce que je risque de subir de la violence anti-blanc, anti-français pour ce que la France a fait voilà, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, ça va pas, non? Pas du tout. Le peuple noir est un peuple qui sait pardonner. Seulement, il faut arrêter de lui taper sur la gueule. Déjà, nous, la France, on continue de les piller. Je parle des pays africains. Mais en plus, si non seulement on les pille, on les maintient dans un état de précarité et de pauvreté en leur apprenant pas et en leur donnant pas l'autorisation et la possibilité d'exploiter par eux-mêmes, avec leurs propres moyens, leurs propres richesses dans leur sous-sol, on fait tout pour. Hein. C'est des entreprises occidentales qui sont en Afrique et qui pillent 95% des ressources africaines. Donc déjà, on leur maintient la tête sous l'eau dans la pauvreté alors que c'est le continent le plus riche de la planète. Mais si en plus, une fois qu'ils sont chez nous, en Occident, on leur tape sur la gueule et on les bute parce qu'ils sont noirs, sous prétexte qu'ils s'adaptent mal, la faute à qui s'ils s'adaptent mal? Est-ce qu'on avait besoin de les faire venir? Voilà, donc moi je me sens aussi un peu responsable, un petit peu. Je suis pas vraiment Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je dis oui, il faut qu'une fois pour toutes, moi je dis qu'il faudrait qu'une fois pour toutes, on demande pardon, que tous les peuples qui ont opprimé d'autres peuples leur demandent pardon, que les Chinois demandent pardon aux Tibétains. Voilà, ça n'arrivera jamais. Voilà, que les Turcs demandent pardon aux Arméniens. Je sais que ça aussi on va me dire, mais de quoi tu te mêles? Eh ben oui, oui. Que les Israéliens un jour demandent pardon aux Palestiniens. Hein? Ça serait pas mal ça. Voilà. On a déjà demandé combien de fois pardon au peuple juif en France, en Allemagne, c'est tous les jours qu'on est obligé de leur dire pardon, pardon. Pardon pour ce qu'on a fait il y a 80 ans, pardon. Ah, c'était Hitler, mais pardon pour ce qu'on a fait. Ah bon, d'accord. C'est tous les jours qu'on demande pardon au peuple juif et qu'on lui laisse faire absolument tout ce qu'il veut. Hein, et qu'on dit, en plus, il y a de l'antisémitisme là. Hein, ça, c'est bon. Par contre, on ne demande pas pardon au peuple noir, il n'y a pas eu de réparation pour l'esclavagisme. Donc c'est vrai, donc moi, quand je vois des blancs s'agenouiller, ils demandent pardon en prière face à des noirs qui les écoutent, qui pleurent parce que c'est beau, c'est touchant, et ben moi ça me touche. Father, in Jesus' name, you get the victory. Father, we ask for forgiveness from our black brothers and sisters for years and years of racism, of systematic racism. Et je trouve que tout acte de bonne volonté et qui va vers le pardon et la réconciliation devrait être encouragé. Et uniquement dans ce but. Il ne s'agit pas de faire « Ah mon Dieu, c'est de ma faute » et tout. Non. On le fait une fois pour toutes. Et on arrête avec ce communautarisme. Et bien entendu, il faut virer immédiatement tous les policiers, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, et qui en profitent pour faire des actes d'arrestation racistes. C'est inadmissible dans les forces de l'ordre. Point final, il faut arrêter avec cette histoire. Maintenant, si ça continue à partir en couille aux États-Unis, et en réalité, hein, vous avez vu que les mecs en ont profité pour aller casser des vitrines et aller piller tout ce qu'il y a. Ça veut bien dire qu'ils n'en ont rien à foutre du meurtre de Floyd. Ce qu'ils veulent, eux, c'est le chaos. Hein, voilà. Donc on va affaire à des racailles là-bas aussi. Voilà. Donc, le fait que la police laisse faire, c'est parce qu'ils ont ordre de laisser faire. Ordre de qui? De la CIA, je pense. La CIA et de l'État profond. L'État profond qui a dit au gouverneur démocrate, vous faites rien laisser faire. Voilà, c'est tout. Donc Trump, qu'est-ce qu'il fait? Il saisit l'armée parce qu'il a le droit, et il y aura l'armée. Et la majorité du peuple américain est d'accord avec Trump, parce que la majorité du peuple américain ne veut pas de ça, ne veut pas de ce chaos. En réalité, cette affaire, je pense, finira par servir Trump. Parce que les gens ne sont pas totalement cons, quand même. Ils se rendent compte que c'est une manœuvre. Hein, voilà. En plus, je rappelle quand même que cette histoire d'étranglement est une méthode israélienne. En France aussi, on pratique le genou sur la gorge.
Vous savez le nombre de personnes qui sont mortes avec ces petites méthodes israéliennes? Vous voulez que je vous le dise? Hein? Il y en a beaucoup, hein. Parce que l'immobilisation d'une personne à terre, genou sur la gorge, c'est israélien comme méthode. Hein. Alors, oui, il y en a eu beaucoup des morts. Hein. Adama Traoré, Lamine Dieng, Amadou Koumé, Eric Garner, George Floyd et tant d'autres sont morts étranglés, étouffés, ne pouvant plus respirer. Voilà. Vous verrez que c'est une pratique qui n'est pas propre aux États-Unis. Ah, il y a de quoi vomir. Il y a de quoi vomir. Donc, bien, pour faire chuter Trump, les démocrates ont essayé leur va-tout, si je puis dire, en essayant de déclencher donc une guerre civile multiethnique, ou plutôt multiculturelle, communautariste, il faut le dire. Coup dans l'eau, j'espère, et j'espère que l'armée, en tout cas que Trump arrivera à remettre de l'ordre dans ce pays avant que ça parte définitivement en couille. Vous avez vu qu'en France, c'est parti en couille aussi, pour l'affaire Adama Traoré, avec, bien entendu, les applaudissements de qui derrière? Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, qui est donc un salopard de collabo d'extrême gauche, dont le but est de créer la fin des nations et la fin de l'identité nationale. Voilà, ce qu'il veut, lui, c'est un affrontement communautariste, Mélenchon. Donc il est clairement dans la vision sorosienne, antifa, et que c'est une ordure. C'est tout. C'est une ordure. Il n'y a rien d'autre à dire sur Mélenchon. Rien d'autre à dire. Zemmour qui nous a dit que l'extrême gauche en France voulait une guerre civile, oui. Voilà, vous comprenez maintenant qui, en France par exemple, mais aussi aux États-Unis, qui a envie que les communautés s'affrontent. C'est l'extrême gauche, c'est pas l'extrême droite. Les gens d'extrême droite voudraient qu'il n'y ait pas, justement, de communautarisme. Les gens d'extrême droite, alors, je ne suis pas en train de prendre la défense de l'extrême droite contre l'extrême gauche. Hein. Je dis juste que je parle de ce que eux défendent. L'extrême gauche veut du communautarisme, veut qu'on puisse accueillir tout le monde en France, des millions de migrants de toutes sortes de pays, peu importe leur culture, peu importe leur machin, leur religion, même si ça n'a rien à voir avec la culture française, c'est très bien, il faut qu'ils viennent. Voilà Mélenchon, voilà les gens de gauche, voilà leur idéologie. Et puis ensuite derrière on dit « Ah bah merde, c'est con, putain, ces communautés s'affrontent, elles ne s'entendent pas, dis donc, il n'y a plus d'esprit républicain. » Merci la gauche. C'est grâce à la gauche tout ça. Vous avez compris maintenant le désastre de destruction qu'a fait depuis Mitterrand en France, cette catastrophe, avec Giscard qui avait entamé, qui n'est pas de gauche, mais qui avait déjà ouvert un peu la porte avec le regroupement familial. Ça a été une catastrophe totale. Totale. Et ensuite, on a à droite, on dit « Oh, mais eux, ils sont racistes, ils ne veulent pas qu'il y ait ce communautarisme, dis donc, ils veulent renvoyer des étrangers qui commettent des crimes en France, ils veulent les renvoyer chez eux. Ce sont vraiment des fachos. » Oui, c'est tellement des fachos que s'il n'y avait pas ce communautarisme, il n'y aurait pas d'affrontement communautaire. On ne serait pas en train de dire « La police française, blanche, a tué des Noirs ou des Arabes. » On ne serait pas en train de dire ça. On dirait « La police française est violente, il y a de la violence policière, et on doit lutter contre la violence policière. » On ne serait pas en train de dire « On doit lutter contre la violence policière blanche, raciste, française, contre des Noirs ou des Arabes. » Ça n'existerait pas si on n'avait pas eu cette extrême gauche ou ce socialisme de merde. Voilà. Et je le dis, le seul garant à l'unité nationale et à la paix nationale, sociale et nationale, c'est le retour à la nation. Il faut que tous les Français, tous les Américains, quelle que soit leur origine, couleur de peau, religion, oublient leur communautarisme et se retrouvent autour d'un idéal national. S'il n'y a pas ça, c'est le communautarisme qui vaincra, et si le communautarisme vainc, eh bien c'est la guerre civile assurée à la moindre petite étincelle. C'est-à-dire, il suffit qu'un noir tue un blanc pour que ça explose. Il suffit qu'un blanc tue un noir pour que ça explose. Il suffit qu'un gang de latinas tue une blanche ou un noir pour que ça explose. Et voilà comment on arrive aux situations qu'on est en train de vivre. Le multiculturalisme, la multi-ethnie et le communautarisme, voulu par la gauche. CQFD. Alors là, vous allez me dire, mais alors t'es raciste? Mais absolument pas. Absolument pas. Je suis plutôt gaulliste dans la vision de comment doit-on se situer par rapport à l'immigration. De Gaulle a dit, nous devons être capables d'accueillir tous les humains de cette planète, qu'ils soient noirs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient autres, mais en nombre limité. Il ne faut pas qu'il y en ait dans un pays plus de 3%, 2%, je ne sais pas, mais quand on arrive à 10, 15, 20%, c'est fini. C'est mort.
Et on le voit très bien en Seine-Saint-Denis, c'est foutu. Voilà. Voilà. Alors, pour ce dossier, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Donc, j'espère que ça rentrera dans l'ordre et qu'il faut que ça rentre dans l'ordre. Il faut vraiment que ça rentre dans l'ordre pour le bien de l'humanité. Parce que sinon, on va dans un affrontement qui ne va faire souffrir que les peuples. Et uniquement que les peuples. Et pendant ce temps-là, ceux qui sont en coulisses derrière et qui dirigent tout ça de main de maître dans l'ombre, se frottent les mains. Ils se disent « Ah, c'est bien, les petits humains, on n'a pas besoin de les vacciner, ils vont s'entretuer. Hein » Bien, je passe maintenant sur le dossier chloroquine. La France a donc été le seul pays au monde à interdire la chloroquine, visiblement. Alors, à moins qu'il me manque des informations, mais c'est ce que j'ai pu relever. La France, seul pays au monde à refuser la chloroquine, donc d'après l'étude de Lancet, vous savez, et l'étude donc corroborée par l'OMS, qui a dit oui, ils ont raison, hein, cette étude est tout à fait vraie, il faut absolument arrêter la chloroquine. Alors l'OMS a essayé de faire pression sur le Maroc, qui leur a dit c'est bizarre ça quand même que vous nous disiez ça, parce que nous on s'est basé sur une étude française de quelques mois en arrière qui nous disait que la chloroquine c'était justement ce qui était bon pour le corona. Elle a disparu cette étude française, c'est bizarre quand même. Hein, le ministre de la Santé marocaine qui l'a dit, qui a glissé une quenelle de 400. Hein, voilà. Donc le Maroc n'a absolument pas supprimé la chloroquine de son traitement. D'ailleurs, on en est à 570 guérisons par jour au Maroc. On a quasiment fini avec l'épidémie, hein, c'est terminé. Mais la France continue donc. Alors on a un ministre Véran qui est complètement ridiculisé, désavoué. C'est se dire, il n'a plus qu'à démissionner. Et il continue quand même à enfoncer Raoult. Ça me tue, ça. Il continue quand même à enfoncer Raoult. Alors que bon, là, c'est fini, ça y est. Je veux dire, tous les scientifiques du monde entier se sont ligués derrière Raoult pour dire que c'est lui qui avait raison depuis le départ et que, voilà, il n'y avait rien à dire dans cette histoire. Donc, le seul pays au monde qui continue à taper sur le professeur Raoult, c'est la France, c'est son ministre de la Santé et sa femme. Alors, pourquoi? Alors, on ne va pas passer par quatre chemins. Pourquoi? Parce que la France est le pays le plus corrompu par les labos et par le système, par l'État profond. C'est tout. C'est pour ça qu'un gouvernement, le gouvernement français, le président français ne peuvent pas, même s'ils ont envie, ils auraient envie de dire à Raoult, tu es un héros national, et même international, tu auras le prix Nobel de la paix, etc. Non, ils peuvent pas. Ils sont trop corrompus, tenus par l'OMS, tenus par les subventions des labos. Ils ont été mis en place par ces labos. Vous avez compris que la France, maintenant vous comprenez quand on vous dit que la France est le pays le plus corrompu en matière, d'abord primo, de médecine et de médicaments. Il n'y a qu'en France qu'on n'a pas le droit d'avoir que les acupuncteurs, par exemple, doivent être médecins, et qu'un acupuncteur qui a un diplôme de médecine chinoise n'a pas le droit de piquer une aiguille en France. Il va en tôle. Vous ne savez pas ça. Hein, vous devez avoir le diplôme de la mafia médicale, sinon vous n'avez pas le droit d'exercer la médecine en France. Voilà. Il y en a qui vont me dire, ah ben tant mieux, parce que sinon on aurait des tas de charlatans. Oui, peut-être. Mais même si tu as un diplôme et que tu es thérapeute et que tu as des résultats, si tu n'es pas estampillé Big Pharma, tu vas en tôle en France, le pays le plus corrompu du monde. Ah oui, ça paraît dingue, mais c'est le pays, en tout cas le plus corrompu du monde occidental. Ça, c'est certain. Donc c'est le pays le plus honteux aujourd'hui, parce qu'on sait que, d'abord, primo, le rédacteur de The Lancet lui-même a dit qu'il fallait être prudent, parce que cet article qui est sorti était littéralement pourri, d'accord. Deuxio, la directrice des ventes qui a fourni les données de l'étude Lancet était une ancienne actrice porno, carrément. Mais allons-y jusqu'au bout, quoi. Donc, ceux qui ont soutenu cette étude et qui ont immédiatement dit qu'il fallait tout de suite arrêter la chloroquine, parce qu'ils se sont basés là-dessus comme prétexte pour pouvoir dire qu'il fallait tout de suite désavouer le professeur Raoult, sont littéralement ridiculisés mondialement. Et donc, un mec comme Véran doit donner sa démission tout de suite, mais il ne la donnera pas. C'est un mec qui donnera sa démission le jour où on lui proposera la mairie de Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Ces gens-là, il ne leur arrive jamais rien. Hein, quand on fait partie de la mafia, on est couvert par la mafia. On te change de poste parce que tu as été mauvais et on te met dans un autre. Mais on ne te met pas devant tes responsabilités. Buzyn n'ira jamais en examen, n'ira jamais devant un tribunal. Ne jamais dire jamais, mais pour l'instant, je la vois plutôt se présenter dimanche prochain aux élections municipales pour la mairie de Paris. Elle croit vraiment que des gens vont voter pour elle? Sérieusement, il y a des gens qui vont voter pour elle? Bref. Donc la chloroquine fonctionne. Ce protocole Raoult fonctionne, point final. Maintenant, en ce qui concerne le coronavirus, il y a un professeur d'Oxford
qui, à l'heure où je vous parle, est en train de faire des essais de vaccins. Ils ont commandé 10 doses de vaccins pour faire des essais sur des cobayes. Ils se sont rendus compte d'une chose, et je vais vous le dire, c'est que ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi? Ça ne fonctionne pas parce que les cobayes n'arrivent pas à attraper le coronavirus. C'est quand même un problème. Ah oui, il y a un petit souci. Alors, même si le gouvernement britannique a commandé 100 doses, ils ont commandé 100 doses d'un vaccin en cours de développement à l'université d'Oxford, donc l'essai de vaccin n'a que 50% de chance de succès, car le coronavirus disparaît rapidement. Selon le professeur Adrian Hill, il dit que le taux d'infection est très faible, car les volontaires ont du mal à attraper le SRAS-CoV-2. Ce qui signifie que les scientifiques ne peuvent pas prouver si le vaccin fait vraiment une différence. Ah, pour ceux qui me posent la question. Oxford s'est associé au géant pharmaceutique AstraZeneca afin de produire des milliards de doses. Cela signifie que même si le vaccin a peu de valeur, le gouvernement achètera le milliard de doses et forcera tout le monde à les accepter. Parce que ce sont des intérêts, des conflits d'intérêts, vous comprenez maintenant? Maintenant, en ce qui concerne le Covid, est-ce que ce virus existe? Bien sûr que oui, il existe. Est-ce que c'était vraiment une épidémie? Oui. Est-ce que des gens en sont morts? Oui. Quel est ce taux de mortalité? J'en ai déjà parlé, on est à 0,5% parmi les gens atteints. On a passé toutes les autres maladies sur le dos du Covid-19. C'est pour ça qu'on dit qu'en France, on est à 33 ou 35 000. En réalité, sur les 33 ou 35 000, il n'y en a que 0,5% qui sont morts de ça. C'est tout. Le reste, ils sont morts d'autre chose. Et on aurait pu les guérir, on aurait pu les soigner. On ne l'a pas fait. Voilà la finalité du Covid-19, c'était de vous faire peur, de vous faire obéir, de vous mettre une névrose, une psychose en tête, afin que vous ne voyiez pas tout ce qui se passe derrière. Tout ce qui se passe derrière, c'est que même BHL a dit, utilisez le virus pour pousser un agenda, pour accélérer la venue du monde d'après. Je trouve que c'était indécent. Même lui, il le dit. C'est juste pour vous dire. Parce que BHL, il est dans la lignée Soros. Hein, voilà. Pour lui, les antifas, c'est les anges gardiens de la planète. Hein. Donc, il a dit, les populations ont compris l'arnaque de la fausse pandémie des mondialistes. BHL essaye d'éteindre le feu. C'est pas lui qui l'a dit, ça, c'est le journal qui le dit. Et oui. Et donc BHL dit, un monde sans humains, cela me semble une vision de cauchemar. J'ai détesté Paris vide. Ah oui, lui, il préfère Paris rempli de migrants qui foutent la merde partout. Il a dit, utilisez le virus pour pousser un agenda donc, et accélérer la venue du monde d'après, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial. Je trouve que c'était indécent, a-t-il dit. Oh, bah alors va écrire ta lettre à Rockefeller, mon petit ami. Hein? Va lui écrire une lettre. Hein? Voilà. Donc là, on va au-devant de scandales absolument internationaux, et j'ai envie de suivre ce feuilleton de très près, moi. J'ai envie de suivre ce feuilleton de très près, ça m'amuse. Alors évidemment, le but du jeu, ça aurait été de couler littéralement l'économie. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi ont-ils coulé l'économie française? Mais d'abord, on nous dit que 450 000 commerces et PME vont déposer le bilan d'ici le 20 décembre 2020. On dit que plus de 40% des restaurateurs ou des restaurants risquent de fermer, donc ça fait plus que ça même. Hein. On nous annonce 5 millions de chômeurs supplémentaires d'ici la fin de l'année. Je vous laisse entrevoir ce que ça va donner tout ça. Je crois que vous ne vous rendez pas compte, pour la majorité d'entre vous, pas ceux qui m'écoutent, hein, mais ceux qui ne m'écoutent pas, ne se rendent pas compte. Hein, il y en a qui veulent partir en vacances, allez-y, dépensez votre pognon maintenant. D'ailleurs, Muriel Pénicaud vous le dit, il faut dépenser votre argent. Elle a même dit, vous avez de l'épargne, il faut dépenser votre épargne. Ce qu'ils veulent, c'est vous mettre à poil. Ils veulent faire de vous des futurs clochards, hein, des futurs esclaves donc. Hein, voilà. Elle a dit aussi, les entreprises, il faut baisser les salaires. Hein, voilà. C'est ce qui se passe ici d'ailleurs au Maroc. Pour le moment, tout le monde est payé 50% pour ceux qui travaillent. Les restaurants ont réouvert seulement pour les plats à emporter. Et tout le personnel est payé 50%. Alors que les loyers n'ont pas baissé d'un iota. C'est un truc que je ne trouve pas normal. Hein. Je vous dis honnêtement, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu de décret mondial pour décréter qu'il n'y a pas de loyer à payer pendant cette phase. Pendant 2 mois, on aurait dû être exonéré de loyer. Je ne sais pas comment les gens vont faire. Hein. Bref. Et donc, la désindustrialisation de la France est voulue. Je vous ramène vers cet article de Charles Sanat, que vous trouverez ici, sur la tribune. Le fait d'enlever les industries à un pays, ça lui enlève ses emplois, ça lui enlève son autonomie à produire, ça lui enlève sa souveraineté, ça lui enlève tout. Ça enlève au peuple
tout pouvoir décisionnel, de produire lui-même, de ne pas avoir besoin d'aller acheter ailleurs, etc., etc. Donc ça mène à quoi? Ça mène à la délocalisation. Hein, et donc on fait travailler des gens qui sont d'autres pays. On ne fait pas travailler les Français. C'est à ça que ça sert. Le fait de continuer à vouloir pousser les entreprises à dégager, à aller dans des pays comme le Bangladesh où la main-d'œuvre est 100 fois moins chère, c'est pas parce qu'on veut que les Français n'aient pas de boulot, c'est parce qu'on veut que les Français, que leur niveau de vie baisse. Vous allez en souper. Voilà. Et ça fait partie du plan de l'élite Rockefeller dont je vais parler dans quelques minutes. Et bien entendu, il marche dans la main avec Soros, Bill Gates, Zuckerberg, vous l'aurez compris. Moi, voilà ce que je désigne comme les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Alors, je vais en terminer d'ailleurs avec Rockefeller, juste pour vous dire qu'il y a une étude qui est faite, vous savez, sur l'épidémie de grippe espagnole, qui, au début du XXe siècle, avait tué 50 millions de personnes, voire plus. Il s'avère qu'entre 1914 et 1918, notre grand ami Rockefeller, celui qui, aujourd'hui, vous savez, en 2010, avait déjà laissé paraître c'était 201, le plan 201, je crois, qu'il avait fait avec la fondation Hopkins en 2010, où il disait qu'il faudrait une pandémie pour, justement, installer un nouvel ordre économique. Ouais, c'est Rockefeller. Eh bien, on nous dit la pandémie de grippe dite espagnole a débuté avec l'expérience brutale de l'Institut Rockefeller sur la vaccination des troupes américaines contre la méningite bactérienne. Cette expérience menée en 1918-1919 pourrait avoir tué 50 à 100 millions de personnes. Et si l'histoire qu'on nous a racontée sur cette pandémie de grippe espagnole n'était pas vraie, des documents récemment analysés révèlent que la grippe espagnole pourrait avoir été une expérience vaccinale militaire qui aurait mal tourné. Résumé, la raison pour laquelle la technologie moderne actuelle n'a pas pu identifier la souche virale mortelle de cette grippe pandémique tient à ce que ce n'était pas une grippe à l'époque en tant que telle qui était mortelle. Les gens mouraient en réalité de pneumonie bactérienne, ça vous rappelle rien? 95% des décès ont été causés par une pneumonie bactérienne et non par le virus de la grippe espagnole, selon ces documents. La pandémie n'était pas d'origine espagnole. Les premiers cas de pneumonie bactérienne en 1918 remontent à des bases militaires. La première à Fort Riley, dans le Kansas. Voilà. Et du 21 janvier au 4 juin 1918, un vaccin expérimental contre la méningite bactérienne, cultivé sur des chevaux par l'Institut Rockefeller, a été injecté aux soldats. Je vous laisse réfléchir à ça. Est-ce que ce seraient les mêmes qui, en 1918, donc il y a un siècle, auraient été responsables de 50 millions de morts de la grippe espagnole, que ceux qui, aujourd'hui, sont responsables des 380 000 morts du Covid, même s'il y en a eu moins que ça, à mon avis? Ce seraient les mêmes alors, vous croyez? Je ne sais pas, moi. C'est vous qui voyez, hein? Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez penser. Je ne suis pas là pour vous dire ça. Je suis là pour vous dire que j'étais en train de parler vous savez, de l'épidémie, vous étiez en train de parler de l'économie française. Darmanin vient de vous dire qu'il y a trop d'aide sociale en France. Donc ils sont en train de détruire l'économie française et le système français social. Ils vont le faire. Bien, ceci étant dit, je vais vous raconter une petite histoire. Petite histoire. Écoutez bien. Alors, il y a un journal, c'est un journal qui s'appelle Open Democracy, c'est américain, c'est un média américain. Un média américain qui nous dit la crise du coronavirus montre qu'il est temps d'abolir la famille. Écoutez parce que vous allez me dire, ouais, mais non, écoutez bien. D'abolir la famille. Selon Open Democracy, donc une organisation à but non lucratif, son donateur tente d'utiliser la pandémie pour détruire les familles en faisant valoir que nous méritons mieux que la famille et la période du corona est un excellent moment pour s'entraîner à l'abolir. Devinez qui c'est, le généreux fondateur et créateur de cette organisation de merde? George Soros. C'est bizarre quand même, Jim, on retrouve toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Ou c'est Bill Gates qui a vacciné depuis 20 ans, qui a foutu le bordel partout. Ou c'est Bill Gates qui nous envoie des gaz toxiques et neurotoxiques sur la gueule en haute atmosphère. Ou c'est Bill Gates qui finance les chemtrails. Ou c'est Bill Gates qui influe sur le climat mondial. Ou c'est Bill Gates qui nous passe
un carnet de vaccination numérique sous la peau en Afrique, ou c'est Bill Gates qui nous vend des traceurs sur Microsoft, etc. C'est toujours Bill Gates. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Bill Gates, il y a un article très intéressant que j'ai envie de vous partager sur ce média que j'aime bien aller voir, qui s'appelle Need to Know. Les forces invisibles derrière la montée en puissance et la fortune de Bill Gates. Tiens donc, moi qui parle de force invisible, de force de l'ombre, et de force des ténèbres, voyons voir de près cet article. Évidemment, c'est un article, c'est pas moi qui invente ce qui est écrit dans cet article, mais vous avez un reportage en dessous qui s'appelle Meet Bill Gates, que vous pouvez retrouver sur YouTube, étonnant qu'il ne soit pas censuré. Voilà cet article. La 4e épisode de James Corbett de la série sur Bill Gates examine la jeunesse, l'histoire familiale et les stratégies commerciales et les relations personnelles surprenantes de Gates, avec Jeffrey Epstein par exemple, qui au total révèle une image troublante de la montée de Gates vers la gloire, la fortune et la puissance. Mais il est particulièrement intéressant de noter que son père, banquier, le père de Bill Gates était banquier, était à la tête de Planned Parenthood, qui veut dire le planning familial, pour ceux qui connaissent en France. Et oui, c'est le père de Bill Gates qui a instauré le planning familial. Je vous laisse réfléchir à ça. Et que la famille Bill Gates était liée à un groupe d'intellectuels riches qui se faisaient appeler les eugénistes. Tiens donc, c'est bizarre. Cela signifie qu'ils ont préconisé des programmes de santé publique qui stérilisent secrètement ceux qui sont considérés comme indignes de procréation. C'était le même programme appliqué par Hitler pour créer une super race dans l'Allemagne nazie. Après la chute du régime nazi, les eugénistes américains ont dû prendre leur distance avec le programme d'Hitler, alors ils ont changé de vocabulaire. L'eugénisme, on l'appelle désormais contrôle de la population, spécialité de Bill Gates. Cela relie enfin les points entre la conception actuelle du vaccin et le soutien à vie de Gates au contrôle de la population. Je vous laisse avec cet article fabuleux et avec ce reportage donc, qui s'appelle Meet Bill Gates, que je vous conseille d'aller voir, parce que tous ceux qui ne croient pas et qui pensent que nous sommes dans la théorie, nous serions donc des théoriciens du complot. Très bien, je suis un théoricien. Réveillez-vous et secouez votre entourage, parce qu'il y a du boulot quand même. Ou c'est Soros qui finance les LGBT, ou c'est Soros qui finance les antifas pour déclencher des guerres civiles, ou c'est Soros qui passe des passeurs de migrants pour foutre le bordel et déstabiliser totalement l'Europe et l'Occident. Et on retrouve encore Soros derrière quoi? Derrière une organisation qui nous dit qu'il faut en finir avec la famille et qu'il faut l'abolir. Oui, là, vous avez vu, j'ai monté d'un ton, parce que ça a tendance à me rendre légèrement nerveux. Vous voyez, voilà. Donc, c'est quand même sidérant. Vous allez voir ces articles, allez les voir, mais allez lire ça. Il y a toujours une idéologie. L'idéologie est de supprimer les gosses de leur famille. D'ailleurs, Netanyahou nous l'a dit aussi, il n'y a pas longtemps. Tiens, c'est bizarre ça aussi, non? שלפני שימצא החיסון, לקבל גל שלי. זה אומר רוטינות או טכנולוגיות שלא הפעלנו עד היום, טכנולוגיות מקובלות לפי החוק, שאנחנו נפעיל אותן. למשל חיישנים, שיהיה לכל אחד, כל אדם, כל ילד, אני רוצה את זה קודם כל לגבי הילדים. Alors, les femmes au pouvoir, ça aussi, c'est la propagande LGBT de ce média sorosien. Il nous raconte des conneries du style les femmes au pouvoir. Les pays avec des femmes dirigeantes subissent 6 fois moins de décès de coronavirus que dans les autres pays. Non mais attends, c'est juste... Ah, bah alors mettons des femmes au pouvoir alors, il y aura moins de problèmes et moins de récession. Vous vous rendez compte le torchon que c'est, quoi. Et puis ils nous disent aussi dans le même média, mais le média financé par Soros, nous devons comprendre comment fonctionnent les théories du complot. Mais attends, je vais vous dire comment fonctionnent les théories du complot. En fabriquant des médias de toutes pièces financés par les gens justement qui provoquent le complot, comme Soros. C'est-à-dire que le fait que Open Democracy existe, payé par Soros, pour propager une idéologie mortifère, il faut le dire, c'est ça. C'est de là que ça part, les théories du complot, qui ne sont pas des théories. Il suffit de lire des bouquins comme le vôtre ou des médias comme le vôtre pour comprendre que le complot est une réalité et non pas une théorie. Voilà où on en est. On est sur une planète dirigée par une équipe de salopards, de multimilliardaires que sont ces gens. Certains sont visibles, d'autres sont cachés. Les Rothschild, ils sont cachés, on ne les voit pas. Mais bon, il n'y a pas que, il y en a d'autres derrière encore.
Et ces gens-là sont en lien direct avec les forces des ténèbres, parce qu'ils ont une idéologie mortifère. Leur but est de nous tuer, de nous sacrifier pour leurs idéaux économiques et mondiaux, avec une nouvelle vision d'un nouvel ordre mondial basé sur notre esclavage. Oui, parce que quand vous allez avoir 400 € pour vivre par mois, comme c'est le cas en Espagne avec le revenu universel, tout le monde dit mais c'est génial le revenu universel, ça évite aux gens de se retrouver à la rue, c'est ça. Eh bien on en reparlera. On en reparlera. Hein? On en reparlera. Alors les Simpsons, toujours autant étonnant les Simpsons. Est-ce que les auteurs des Simpsons sont des gens extrêmement chanceux pour avoir prédit en 2000 l'élection de Donald Trump et des tas de choses, pour avoir aussi fait un dessin qui date de je ne sais pas combien d'années, où on voit le commissariat de Minneapolis brûlé, incroyable, on voit un noir se faire étrangler par les policiers blancs, bon bah ça vous allez me dire c'était pas la première fois, on voit le peuple dans la rue derrière, et à côté, Trump dans un cercueil. J'ai envie de dire chance, prémonition, ou délit d'initié de la part des auteurs des Simpsons qui connaissent les plans de l'élite, peut-être, de l'élite. Et au final, la question qui se soulève après ces dessins, c'est Trump va-t-il réellement se faire buter? En tout cas, je pense que l'État profond, s'il pouvait le faire aujourd'hui, il le ferait. Hein, voilà ce que je pense. Ah oui. Puis je vais vous laisser avec ce petit propos de Justin Trudeau, qui vaut de l'or quand même, je trouve. Je trouve que c'est absolument incroyable. It's clear that they let us off the hook for a very good reason, because we paid them $600 million. You don't get stellar headlines like these without greasing the wheels a bit. Oui, je terminerai aussi. Oui, je terminerai juste par une chose. La guerre des graines. Hein, je vous conseille d'aller voir ce reportage qui a été fait sur ça. Vous savez que les graines, hein, les graines de plantation, hein, les graines qui vont faire l'agriculture, qui permettent l'agriculture dans le monde entier, eh bien, ce commerce de graines mondial, hein, qui se partage le blé, le soja, etc., eh bien, on retrouve toujours les mêmes derrière, et vous allez comprendre, si vous regardez ce reportage, ben, c'est toujours Bill Gates et Rockefeller. Hein, voilà. Donc, sachez-le, ces gens sont vraiment le diable incarné. Voilà. D'ailleurs, c'est assez drôle, puisque comme on a que ça à faire en ce moment, on regarde des films. Je me suis maté la trilogie, vous savez, La Malédiction. Vous connaissez la Malédiction? C'est l'arrivée de l'Antéchrist. Hein, alors, il y a Damien, l'enfant du diable, ça c'est le premier volet. Ensuite, il y a... non, le premier s'appelle La Malédiction 666, c'est la naissance de l'Antéchrist, donc où il tue sa mère, etc., etc. Ensuite, il y a le deuxième partie où il va à l'école, ça s'appelle Damien. Et ensuite, il y a la troisième partie où il est adulte, qui est joué par Sam Neill. Et il est adulte, et qu'est-ce qu'il dirige, à votre avis? Il est à la tête d'une grande multinationale mondiale, bien sûr. Qu'est-ce qu'il dirige? Il dirige les plantations, les graines, l'agriculture, et voilà. Il dirige ça. Il dirige le secteur de l'alimentation mondiale. Juste pour vous dire que c'est un film qui a été écrit il y a longtemps, et qu'on est en train de le vivre, ça. Ce que nous sommes en train de vivre là, ce qu'on voit dans ces films, qui sont des films qui peuvent faire peur en disant est-ce que tu crois vraiment qu'un jour il y aura un mec qui sera suffisamment riche pour avoir tout le marché des graines mondiales, comme dans ce film où il tiendra toute l'alimentation mondiale? Voilà. Vous avez des noms là, ça c'est fait, ils le font, ils ont tout ça. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de la portée du fait qu'il y ait deux personnes qui se partagent le marché mondial de l'alimentation. Je crois que vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte de la monstruosité de cette information. C'est absolument monstrueux. Voilà. Donc, moi, en ce qui me concerne la monstruosité, j'en ai un petit peu fait le tour pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bientôt, cette semaine, on fait un live avec Karim sur le Ziri, le Zincoin, Wetio, qui va bientôt être déployé. Et donc, ne ratez pas le live qu'on va faire. On est sur le déploiement de Wetio en ce moment, donc évidemment, c'est pour ça qu'on communique moins, parce que Karim est très occupé. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt. Je vais faire une vidéo par semaine, je pense que c'est pas la peine d'en faire plus pour le moment. Il faut avoir du recul sur les événements. Merci à vous, bye bye, et merci de votre soutien. Oh, ne m'écrivez plus sur Facebook s'il vous plaît, j'ai quitté Facebook. Rejoignez-moi sur quawuki.fr, sur VK et sur ok.ru. Merci beaucoup.